Merci. Donc Arnaud Gouliard, donc je représente la ville de Saint-Étienne aujourd'hui. Donc j'anime également un dispositif qui s'intitule Plan local de santé. Et je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en la personne de monsieur Mohamed Boussoir qui anime vaillamment donc toute cette journée. La direction départementale de la cohésion sociale, madame Safia Corsier-Kougoul, et ainsi que Saint-Étienne Métropole, monsieur Pierre Gonzalves. Alors c'est vrai, plusieurs constats ont été rappelés ce matin. Et la ville de Saint-Étienne, qui a réalisé en 2010-2011 un diagnostic de santé sur son territoire, avait mis en évidence aussi des constats relativement similaires, et notamment, et je l'évoquais ce matin en intervenant, un renoncement important aux soins chez les Stéphanois. Près d'un tiers d'entre eux déclaraient avoir repoussé ou annulé des soins ces 2 dernières années. Chez les jeunes, je l'ai évoqué aussi tout ce matin, on était à des chiffres à près d'un jeune sur 2. Donc effectivement, ça nous pose question. Alors les facteurs explicatifs sont connus. Méconnaissance des dispositifs de droit commun, complexité des démarches, on l'a évoqué aussi ce matin, barrières linguistiques, manque d'accompagnement individualisé, effet de seuil, accessibilité aux dispositifs de prévention et de soins. Autant de freins à l'accès aux soins et à la prévention qui pèsent au final, il me semble, c'est vraiment l'objet de notre mobilisation aujourd'hui, qui pèse sur l'état de santé des gens et donc des Stéphanois. Alors en tant que technicien, c'est vrai qu'on a tendance à voir les difficultés, mais il y a aussi des choses qui marchent, des choses qui fonctionnent, et c'était aussi le challenge pour moi en introduction de lancer un peu la dynamique sur cette table ronde, de dire oui, il y a des difficultés, oui, il y a des besoins, mais oui, il y a aussi des territoires, sur les territoires de nombreux atouts. Alors les atouts, on peut les citer, c'est vrai que vous en témoignez aujourd'hui, il y a une richesse du milieu associatif, les acteurs associatifs sont nombreux, ils agissent dans le domaine de la santé au quotidien. Sur le territoire stéphanois, près de 120 associations agissent en matière de santé. Et donc cette richesse, il faut aujourd'hui, elle me paraît importante à identifier, et c'est une véritable ressource du territoire. Autre richesse, des dispositifs de coopération. Et ces dispositifs fonctionnent, ils sont bien existants. Je pense à l'atelier Santé-Ville, qui est un dispositif qui est financé par l'État et la ville et qui vise à rendre effectif l'accès des populations aux services sanitaires et sociaux de droit commun. Je pense aussi à un autre dispositif qui est porté par la ville de Saint-Étienne qui s'appelle le Conseil local en santé mentale. Ce dispositif vise aussi à une meilleure coopération des acteurs sur un champ peut-être un peu à côté, mais aussi un champ important qui est la santé mentale. Donc des dispositifs qui sont opérationnels, qui fonctionnent. On a aussi des initiatives locales dans les quartiers, et tout à l'heure, sur la précédente table ronde, plusieurs acteurs en ont témoigné. Dispositifs d'écrivains publics, qui n'emportent pas toujours le nom. Accompagnement individualisé dans les lieux de consultation, mais ces expériences restent peu visibles. Alors dans l'enquête qu'on avait effectuée il y a quelques temps, il y avait un chiffre moi qui m'avait alerté. Seul un Stéphanois sur 10 a connaissance d'une action de prévention dans son quartier. Donc ces expériences, elles existent, mais elles sont peu visibles, elles sont donc peu diffusées, mais aussi insuffisamment coordonnées. Quels sont donc les enjeux pour nous aujourd'hui? Et ces quelques pistes vont, j'espère, lancer un peu la réflexion sur cette table ronde. Alors le plan local de santé, tel qu'il a été présenté par la ville de Saint-Étienne en novembre dernier, vise à réduire les inégalités de santé. L'amélioration de l'accès aux soins et à la prévention, l'accès aux droits de santé, font partie des priorités du plan local de santé. Alors, si j'avais une seule action à retenir, ça serait celle-là, ça serait tout d'abord de mieux coordonner et mutualiser les acteurs. L'enjeu de la coordination me paraît central. La richesse du milieu associatif, la richesse des institutions présentes nécessite une meilleure coordination. Il s'agit de tisser entre les acteurs un réseau, une tâche que la ville a entreprise, je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis maintenant quelques années avec l'expérience de l'atelier Santé-Ville, le conseil local en santé mentale, mais sur l'accès aux soins, il nous faut encore avancer et je ne peux qu'espérer que ce séminaire qui est organisé aujourd'hui soit suivi de décisions, soit suivi d'actions et dans ce cadre, dans ce contexte, nous mettrons prochainement en place sur le territoire un groupe de travail avec différentes institutions afin de mieux coordonner les actions et développer ensemble des mesures pour faciliter l'accès aux droits de santé. Donc l'enjeu de la coordination est central. Autre objectif majeur du plan local de santé, lutter contre le renoncement aux soins. Alors, lutter contre le renoncement aux soins, c'est d'abord, bien sûr, rendre visible l'existant, c'est rendre lisible l'existant, les dispositifs, la CMUC, l'ACS. Quand on pense, l'ACS touche un peu plus de 20% des bénéficiaires potentiels,
un chiffre qui peut qu'alerter. Donc il nous faut rendre davantage lisibles ces dispositifs et des mesures simples sont possibles. Je pense par exemple à une expérience qui a été menée par la CPAM de Alpes-Haute-Provence en 2009 avec des actions d'information en direction des publics, des relances de courrier, des réunions d'information dans les quartiers au plus près des habitants. L'utilisation des nouveaux moyens de communication tels que des SMS, des journaux locaux, des radios locales. Donc, les dispositifs d'information sont une piste possible pour améliorer l'accès à ces dispositifs. Des mesures visant aussi à simplifier les démarches. On a tout à l'heure la personne représentant la CARSAT l'a évoqué. C'est vrai que les documents sont complexes et il nous faut davantage simplifier les démarches. Donc, c'est une action potentielle. C'est aussi faciliter leur souscription. Et tout à l'heure, le Conseil général a évoqué, il nous faut accroître l'accompagnement personnel et le travail social de proximité. Le principal facteur de renoncement aux soins est d'ordre financier. Et l'amélioration de la couverture assurantielle pour certaines catégories de la population apparaît prioritaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des dispositifs de droit commun qui existent, la CMU et la CS, mais au-delà de ces dispositifs, on se rend compte, et de nombreuses enquêtes permettent de se rendre compte qu'il existe encore un reste à charge important. Malgré la CS, le reste à charge existe, et même si le coût qui reste, nous paraît modique, il est loin d'être indolore pour une bonne partie de la population. Donc il y a de nombreuses réflexions qui sont menées pour envisager la création de dispositifs, on va dire, locaux, visant à compléter ces dispositifs de droit commun, et notamment l'idée d'avoir une réflexion autour de la création d'une ACS locale financée sur des budgets d'action sanitaire et sociale, dans le but de lisser au mieux ces effets de seuil. Dans ce sens, il est possible qu'une approche des publics cibles en termes de reste à vivre pourrait permettre une plus juste redistribution des moyens disponibles. Enfin, je terminerai par cet enjeu également qui est la continuité et la permanence des soins ambulatoires. Il est nécessaire de structurer un égal accès aux soins de premier recours, tant d'un point de vue géographique que financier. Et là encore, l'offre de soins existante est encore largement méconnue. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire le tour des stands et voilà, ne serait-ce par exemple le CES de la CEPAM, aujourd'hui, il mérite encore d'être promu, d'être davantage visible et il y a d'autres dispositifs qui nécessiteraient d'être encore mieux connus par les habitants. Là encore, l'offre de soins qui existe, il faut davantage la promouvoir. Le développement de nouvelles offres en matière de soins de premier recours, telles que les structures d'exercice regroupées et pluriprofessionnelles, constitue également une action forte du plan local de santé. Je pense qu'il y a de nombreuses villes qui aujourd'hui s'engagent dans ces dynamiques. Et avec le soutien de la préfecture, de l'Agence régionale de santé et de la région Rhône-Alpes, la ville de Saint-Étienne ouvrira prochainement, je l'espère, une maison de santé pluridisciplinaire sur le quartier de Moreno. Alors pour conclure, c'est une introduction, je vais conclure. Les inégalités d'accès aux soins et aux droits de santé persistent sur les territoires et il nous faut aller plus loin. Pour arriver à changer les choses, il nous faut une mobilisation sociale qui soit à la hauteur des défis que représentent les inégalités sociales de santé. Les pistes d'action sont nombreuses. On a vu, il y a de nombreuses difficultés, mais aussi de nombreuses pistes d'action. Et les intervenants qui sont présents sur cette table ronde pourront en témoigner, je l'espère. Le développement des ateliers santé-ville ou encore la mise en œuvre d'un futur contrat local de santé à Saint-Étienne constituent autant de perspectives fortes pour améliorer l'accès aux soins et aux droits de santé des personnes les plus vulnérables. Merci. Merci Arnaud d'avoir à la fois décrit un certain nombre de ressources possibles, de disponibilité, notamment sur Saint-Étienne avec le plan local de santé. Ça ouvre aussi des pistes sur les ouvertures possibles, parce qu'on fait des constats qui sont souvent des constats extrêmement, je dirais, sinon négatifs, du moins qui posent question en matière de qualité et d'accessibilité pour les populations en situation de précarité vers le soin. Donc on va voir dans le droit fil de ce qu'espérait Arnaud dans son introduction, on va voir que sur Saint-Étienne, on a la possibilité également de recourir à des ressources qui constituent des éléments, je dirais, à la fois pertinents mais exigeants sur le défi qu'on a relevé par rapport à la question de la précarité face à la question du soin. Et plus globalement, ça a été en filigrane de la journée, on a parlé essentiellement de la question des soins,
Mais tout ça s'inscrit véritablement dans une perspective de qu'est-ce qui fait santé sur un territoire et qu'est-ce qui peut permettre de favoriser la santé d'une population, y compris précaire, en situation de précarité, qu'est-ce qui permet de se diriger vers un état de santé le plus favorable possible. Je vais commencer par donner la parole à Habitat Jeunes Clair-Vivre. Je dis Habitat Jeunes Clair-Vivre parce que je cite la structure. Je vais te laisser te présenter et puis nous parler un peu de la ressource que représente Habitat Jeunes Clair-Vivre dans une perspective plus spécifiquement dédiée à la question des jeunes. Bonjour à tous, moi je suis Audrey Evasian, je suis éducatrice, donc Habitat Jeunes Clair-Vivre, un lieu qui accueille au départ des jeunes travailleurs, foyer de jeunes travailleurs, qui accueille des alternants, des apprentis, des lycéens, mais qui aussi depuis plus d'1 an accueille beaucoup de mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés, c'est-à-dire qui viennent du coup en France sans soutien familial sur le territoire français. Donc dans ce cadre-là, tant que ces jeunes sont mineurs, ils sont effectivement ressortissants du Conseil général et sous leur responsabilité légale. Par contre, quand ils deviennent jeunes majeurs, donc ils bénéficient d'un contrat jeune majeur par le Conseil général, mais pour tout ce qui est, on va dire, un petit peu administratif, on me délègue les choses et du coup, je suis chargée notamment avec ces jeunes-là de monter par exemple leur dossier au niveau de la CMU et de la CMUC, d'aide à la compréhension de toutes les démarches administratives, ce qui ne va pas vraiment de soi avec des jeunes qui n'ont pas connu autant de paperasserie, si je puis dire, que ce qu'on connaît en France. Donc ça nécessite beaucoup d'explications. Il faut aussi casser un peu les croyances erronées, je dirais, que ces jeunes ont en venant dans notre pays, en pensant que les soins seront gratuits de fait et qu'il n'y a pas de démarche à effectuer. Voilà, c'est tout un apprentissage en fait à réaliser avec eux. Et j'ajoute que certains de ces jeunes majeurs, du coup, participent à l'économie française en étant apprentis, donc salariés. Et très vite, il faut leur expliquer que leurs ressources dépassent le plafond autorisé par la CMU-C en tout cas. Et il s'agit après de leur faire comprendre comment on choisit une mutuelle. Donc on arrive très vite à passer d'un statut à un autre où tout est pris en charge et puis après plus rien et puis après on doit en plus payer. Et puis voilà, donc c'est toutes des logiques pas évidentes. Donc ils me laissent quasiment décideurs de leur mutuelle, ce qui est très délicat parce que c'est très subjectif mais vraiment si vous me passez l'expression, il refile le bébé et débrouille-toi pourvu que à la fin les droits soient mis en place. C'est pas très évident, mais ça fait partie du lot du quotidien. Sinon, dans un domaine de santé plus général, donc dans notre foyer pour jeunes, nous menons des actions autour de la santé, notamment l'apprentissage du bien manger, de l'être ensemble autour des repas, etc. On a travaillé aussi avec la Ligue contre le cancer pour les aliments bénéfiques à la bonne santé, ce qui est aussi, une certaine éducation du goût et qui n'est pas évidente pour les populations migrantes. Voilà, d'autres initiatives sont menées dans notre foyer concernant des dépistages divers. Là, dernièrement, on a fait le dépistage de la tuberculose, où une unité mobile avec un camion de radiologie est venue de Lyon pour dépister nos jeunes. On a eu un dépistage l'année dernière sur le VIH et bientôt sur les IST plus généralement. Mon rôle aussi est d'orienter en fait les jeunes qui me montrent certaines problématiques d'addiction sur les autres associations qui ont participé aussi à ce colloque, comme Rimbaud, parfois l'UDT de traitement des dépendances, la PAS aussi, puisque à leur arrivée, quand les papiers ne sont pas encore faits, eh bien la PAS prend le relais. Voilà, donc moi, mon but, c'est de travailler autour de l'autonomisation de la personne, la responsabilisation de chaque résident, que dans notre association, nous, on écrit résident avec un A, parce que c'est un A comme être actif.
et comme être acteur de son existence. Donc je leur donne des cartes et puis bien après c'est eux qui joueront la partie. Voilà. Merci messieurs. Merci. Toujours dans l'alternance, donc je vais à l'autre bout de la table et je vais redonner la parole au Conseil général avec toujours cette perspective de nous dresser des réponses possibles. Et là, je vais vous rendre votre PowerPoint à vous. La seule chose, c'est qu'il faut que je retrouve mon doigt. J'ai perdu mon doigt. Il est là. Voilà. Merci. Donc bonjour, moi je suis Pascale Ducrot, je suis médecin au Conseil général de la Loire et médecin en protection maternelle infantile sur le centre-ville de Saint-Étienne, donc sur un quartier où il y a beaucoup de précarité de plus en plus. Et oui, je vais essayer de forcer ma voix. Et donc je vais vous parler plus particulièrement des inégalités sociales dans l'enfance. Effectivement, on va revenir au début de la vie. Donc la place de la PMI, je pense que là, je veux passer vite. La PMI, c'est la santé pour les enfants de 0 à 6 ans, mais aussi la grossesse. On sait que c'est des périodes capitales pour la vie future et pour la vie adulte que de préserver la santé de la femme enceinte et du jeune enfant. Alors, on parle un peu d'universalisme proportionné, c'est-à-dire que la PMI, on est un service ouvert à tous, mais on est un service où on va prendre plus de soins pour certaines populations qui, à un moment de leur vie, en ont plus besoin. C'est-à-dire qu'on va agir, on va être plus soutenant à certains moments de la vie pour des populations, soit qui arrivent de pays étrangers, soit qui sont dans des difficultés plus particulières, de difficultés de la vie. Voilà, donc on fait une approche, la santé c'est aussi une approche globale, c'est pas seulement une approche de la santé somatique, de soigner les petits et les mamans, mais c'est aussi la santé psychorelationnelle et aussi l'environnement social. Alors, on fait un accompagnement un peu multiple, on travaille et on finance au niveau de la planification familiale, c'est-à-dire pouvoir aider des femmes qui en ont besoin et qui n'ont pas toujours accès des fois. C'est des fois difficile d'avoir des rendez-vous aussi bien en gynéco pour avoir un suivi au niveau de la grossesse. Donc on essaye de les accompagner. Le suivi obstétrical des grossesses et des femmes enceintes les plus vulnérables. Les suivis médicaux préventifs de l'enfant et l'accompagnement des parents dans la prise en charge de leurs enfants. Alors, les inégalités sociales de santé. On en rencontre souvent des inégalités sociales de santé dans notre population. C'est d'abord, je dirais, un accès aux soins réduits, en particulier l'accès aux spécialistes. On sait que pour nous déjà, population sans difficultés sociales, c'est des fois difficile d'avoir accès aux spécialistes. C'est d'autant plus difficile pour ces populations parce que les délais sont longs, parce que des fois l'accueil à l'hôpital ou dans d'autres structures, ils n'ont pas l'habitude de côtoyer ce monde-là et c'est difficile. La prise en charge n'est pas toujours possible, effectivement, pour des spécialistes quand on arrive d'un pays étranger et qu'on n'a pas encore d'aide médicale d'État et voilà, et qu'il y a des besoins de santé. C'est les différences de délai de prise en charge. On sait qu'il y a des grosses différences de délai de prise en charge en fonction des départements, en fonction de la situation sociale où on est. Par exemple, je donnerai un exemple pour la pédopsychiatrie. C'est très difficile d'avoir des rendez-vous rapides en pédopsychiatrie actuellement sur le département de la Loire. Et ça va de 6 mois à 1 an. Et c'est quelque chose de difficile pour les familles, parce qu'on va leur dire à un moment, il faudrait prendre en charge votre enfant. Et en même temps, on va leur dire, dans 6 mois, vous aurez un rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. Et que le psychologue, on pourrait mettre un psychologue en attendant, mais que ça coûte de l'argent et que toutes les familles n'ont pas cette possibilité-là. Le logement inadapté, c'est sûrement quelque chose aussi qui rentre dans les inégalités sociales de santé.
avec pour les enfants des logements parfois petits, des logements insalubres où on ne peut pas beaucoup bouger quand on est un petit enfant. C'est les problèmes de saturnisme qu'on peut rencontrer dans certains habitats. Donc le logement inadapté, c'est sûr qu'il rentre en compte. La pauvreté et les difficultés de s'alimenter de manière équilibrée, on rencontre ça dès la petite enfance. On sait que les aliments les moins chers ne sont pas forcément les meilleurs pour la santé, avec des produits industrialisés, peu de produits frais qui coûtent très cher. Et donc c'est aussi ça rentre en compte aussi dans les inégalités sociales de santé. Et puis c'est pour les familles en grande précarité, les difficultés à assurer pour elles-mêmes et pour leurs enfants un suivi régulier, parce qu'elles sont tellement dans d'autres difficultés que des fois la santé, ça rentre pas c'est pas au premier plan. Il va d'abord falloir s'assurer d'avoir un logement, d'avoir un peu d'argent pour vivre, et du coup la santé, il faut qu'on le rappelle, mais c'est des familles qui sont tout à fait aptes avec un accompagnement à après accompagner leurs enfants vers plus de suivi régulier. Alors on sait qu'en France et en Europe, il y a de plus en plus d'enfants pauvres, donc c'est vraiment actuellement le souci, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants pauvres, et plus on a d'enfants pauvres, plus les difficultés de santé sont importantes. Ce qui se cumule avec le fait qu'il y ait peu de médecins actuellement et que ce soit des fois difficile d'avoir accès à de la santé. Pour quelques exemples, les disparités de santé, on peut les voir dès la petite enfance. On sait par exemple que le taux de prématurité est 2 fois plus élevé chez les salariés de services aux particuliers que chez les cadres, que le taux d'enfants obèses est plus fort dès la maternelle chez les enfants d'ouvriers que chez les cadres. Donc les disparités de santé, elles se voient. Donc, moi, je suis médecin de PMI. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on travaille au sein de pôles d'action sociale. Ces pôles d'action sociale regroupant le service social départemental, qui n'est pas là, mais qui est dans la salle, qui se cache. Mais on travaille en partenariat avec eux de manière au quotidien, je dirais, parce que la santé de la famille, c'est pas seulement la santé somatique, c'est vraiment aider, grâce à une équipe, à trouver un logement, à avoir des aides financières quand il n'y a plus de sous pour faire manger les enfants, à accompagner la famille au niveau social dans les différentes démarches. Donc c'est vraiment un travail au sein d'une même équipe pour pouvoir faire avancer ces problèmes de santé. Voilà, alors comment on intervient ? On intervient à domicile. Nos sages-femmes interviennent à domicile et les infirmières puéricultrices aussi, dans le soin médical, mais aussi dans le soutien du lien parental. Les consultations d'enfants. Donc les consultations d'enfants étaient au départ avant tout préventives, elles le sont toujours avant tout préventives, mais il faut savoir qu'on donne aussi des soins curatifs à des enfants qui ont des difficultés actuellement d'avoir pour l'accès aux soins dans le cas d'une maladie bénigne de l'enfance. Donc on travaille en réseau avec la PAS. Donc on voit les enfants, on leur fait une ordonnance médicale et ils peuvent récupérer les médicaments gratuitement à l'hôpital. Donc, ce qui permet de les soigner quand ils ont une otite, une angine ou des maladies infantiles. On travaille aussi en école maternelle où le conseil général voit tous les enfants dans une certaine section d'âge pour dépister les problèmes sensoriels, notamment auditifs et visuels, qui passent souvent à côté. On passe souvent à côté. Et puis les repérer avec les instituteurs les difficultés de développement et d'apprentissage. Notre souci aujourd'hui étant que c'est bien de repérer les difficultés. Après, il faut pouvoir avoir des possibilités de les orienter et de les faire prendre en charge, ce qui est parfois difficile. Alors là, j'ai mis un peu des photographies sur ces inégalités. L'obésité, donc, on a une consultation de nutrition d'un bon pas vers un bon poids avec la ville de Saint-Étienne. Nous, c'est nos médecins qui interviennent, mais c'est la ville de Saint-Étienne qui l'organise. Et ces consultations sont avant tout pour essayer
d'aider ces familles qui ont des problèmes de nutrition et d'obésité. On essaye de sensibiliser les familles pendant la grossesse et puis dès le plus jeune âge à une alimentation équilibrée. Il faut savoir que pendant la grossesse, une mère qui est en surpoids, son enfant aura plus de chances, c'est moins de chances, on va dire, d'être en surpoids que d'autres enfants. C'est-à-dire que c'est des choses au niveau de la santé qui, dès la grossesse, sont imprimées. Et puis on fait des actions collectives sur l'alimentation, nous aussi. On travaille aussi sur l'accueil du jeune enfant pour essayer de donner à tous les enfants. On sait que les modes de garde favorisent le développement cognitif et l'éveil intellectuel des enfants. Malheureusement, l'accueil collectif, même si c'est pas que ça, c'est avant tout réservé aux parents qui travaillent, parce qu'effectivement, quand on travaille, il faut qu'on trouve un mode de garde. Donc on essaye vraiment de travailler avec les structures petite enfance de la ville pour trouver de l'accueil occasionnel pour certains enfants, notamment pour les enfants qui sont mal logés, qui peuvent être dans la rue, aussi des fois, avec les LAP, les lieux d'accueil par enfants, pour qu'ils aient des lieux un peu d'enfance, je dirais. Et puis on a créé 2 places sur une structure de la ville de Saint-Étienne, 2 places réservées au conseil général pour les familles les plus démunies. Et on fait tourner les familles pour qu'elles puissent avoir 2 ou 3 demi-journées de structure petite enfance pour leurs enfants. Ça leur permet aussi de faire des démarches quand ils sont dans des démarches très compliquées et de pouvoir laisser l'enfant dans un lieu calme. Voilà. Merci. Merci pour cet exposé concis. On aura, à l'issue des différentes interventions, la possibilité de vous interpeller éventuellement sur les modalités de saisine des services que vous avez évoqués et des ressources que vous avez évoquées. Je vais laisser la parole à Vincent Bourgin, qui représente une structure aussi dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On l'a évoqué, on l'a même défini sans qu'il ait eu le temps d'en parler lui-même. Donc on va peut-être rendre à César ce qui lui appartient et demander à Vincent Bourgin de nous définir exactement ce qu'est la permanence d'accès aux soins de santé. Oui, donc déjà avec toutes mes excuses si c'est un peu redondant par rapport à ce qui a déjà été dit dans la journée, mais ça va me permettre de préciser 1 ou 2 points et puis peut-être d'insister aussi sur les difficultés auxquelles les publics que nous recevons sont confrontés, même si ça a sans doute déjà été dit dans la journée. Donc les passes, effectivement, c'est une obligation qui est faite pour les établissements de santé de proposer dans leur structure un dispositif qui vise à faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Et ça, depuis cette fameuse loi de lutte contre les exclusions de juillet 98. Voilà. Donc l'intérêt de ces dispositifs, au-delà de proposer une offre de soins pour les personnes sans assurance maladie, c'est également, je pense, intéressant parce que ça a permis de porter une réflexion au niveau des structures hospitalières sur l'accueil, sur les modalités d'accueil, de prise en charge des personnes en situation de précarité. On fait notamment tout un travail de formation auprès des agents hospitaliers sur qu'est-ce que la précarité, comment faciliter la prise en charge. On intervient aussi depuis peu, on parlait ce matin un peu de la formation, on est intervenu cette année auprès des médecins généralistes en formation à la fac de médecine. Donc cette question de prise en charge des personnes précaires, il n'y a pas que la PAS qui s'en préoccupe, mais du coup on est un petit peu un lieu ressource pour permettre à des personnes qui sont confrontées aux mêmes problématiques que nous, de les prendre en charge au mieux. Et c'est vrai que le fait d'être intervenu à la fac de médecine, c'est une petite victoire pour nous, parce qu'effectivement, la question de la précarité rentre par la petite porte, mais rentre au niveau des formations initiales de médecins, et c'est, je pense, une bonne chose. Voilà. Donc les permanences d'accès aux soins de santé ont des géométries variables en fonction des tailles des établissements, des budgets qui ont été alloués. Mais comme il existe on a vu ce matin des associations d'usagers, les professionnels des PASS Rhône-Alpes se sont formés en association depuis 8 ans maintenant, une association qui s'appelle l'association des professionnels des PASS Rhône-Alpes, qui ont pu faire remonter des difficultés au niveau de l'ARS, et c'est comme ça que depuis cette année,
on a défini avec l'ARS un cahier des charges minima de ce qu'est une PASS en Rhône-Alpes, à savoir au minimum un plein temps de travailleur social et 2 vacations médicales pour chaque permanence d'accès aux soins de santé. Donc sur le département de la Loire, on va tendre vers cet objectif d'ici la fin 2013, on espère. Voilà. Donc, pour ce qui est de la permanence d'accès aux soins de santé de Saint-Étienne, on est effectivement la PASS la mieux dotée, vu la taille de l'établissement pour le département de la Loire. On peut proposer ainsi des consultations médicales à hauteur de 5 vacations hebdomadaires, plus un renfort de temps d'interne en médecine générale. On a effectivement, vous avez entendu, qu'on est la seule permanence d'accès aux soins de santé de la région qui propose des soins dentaires. Alors ça c'est pas nouveau parce qu'on le proposait déjà depuis 6-7 ans, mais en tout cas cette activité a été reconnue par l'ARS et même a été financée puisqu'on a pu développer nos consultations à hauteur de 4 vacations par semaine avec du temps d'aide-soignant dédié à cette activité. On a également un agent d'accueil. On disait que l'hôpital, j'ai cru entendre qu'à un moment donné, on disait que l'hôpital, on ne savait pas bien accueillir à l'hôpital. C'est vrai que nous, on met en avant cette fonction-là de l'accueil et on a un agent qui est dédié à plein temps à cette activité-là. Et il y a également un assistant social à plein temps et une infirmière à mi-temps. Voilà. Donc cette équipe permet d'avoir une double réponse. Premièrement, une réponse médicale, à savoir des consultations, un traitement, des examens biologiques, et éventuellement des explorations fonctionnelles pour des personnes qui n'auraient pas d'assurance maladie. Et en parallèle, un accompagnement social dont l'objectif est de permettre à la personne de retourner vers le droit commun, à savoir, pour ce qui nous concerne, des soins en médecine générale de ville. Donc, quelles sont les personnes qui s'adressent à nos permanences ? Donc plutôt que de vous faire un tableau très exhaustif des profils des personnes qui viennent nous voir, il y a trois thématiques qui sont assez transversales pour l'ensemble de ces publics-là. La première, c'est une précarité financière, puisqu'on a 98 personnes, des personnes qui sont reçues, vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a également des personnes qui vivent dans des habitats précaires ou transitoires à hauteur de 67%. Mais ce qui serait peut-être le point commun à l'ensemble de ces publics-là, on en a parlé tout au long de la journée, c'est effectivement l'absence de protection complémentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en l'absence de protection complémentaire, l'usager financièrement démuni ne peut se soigner. La répétition de soins, la nécessité de soins spécialisés sont incompatibles avec la gratuité. À partir du moment où on aura besoin d'une hospitalisation en urgence, de thérapeutiques coûteuses, de bilans réguliers, de traitements quotidiens pour des affections chroniques, il y a absolument besoin d'une nécessité de prise en charge. Sans protection complémentaire, l'interruption des soins est la règle, soit immédiatement pour la personne, soit éventuellement consécutive à la réception de factures à domicile. Donc j'ai envie de dire qu'à la permanence d'accès aux soins de santé, on récupère ainsi les perdus de vue du dispositif de droit commun, avec pour mission de leur amener vers ce fameux droit commun. Donc ce retour va être plus ou moins long en fonction des problématiques des personnes qu'on va recevoir. Et on fait le constat également que ce retour vers le droit commun est loin d'être définitif, puisqu'on a un grand nombre de publics qui font malheureusement un aller-retour entre le droit commun et ce dispositif transitoire qu'est la PASS. Notamment parce que cette fameuse complémentaire, c'est toutes les années que cette question est récurrente pour ces personnes-là. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est effectivement une réponse médicale, pour repêcher ces fameux perdus de vue, réponse médicale où on n'aura pas d'exigence d'assurance maladie, et effectivement couplé avec le travail social qui va permettre au moment de la demande médicale, de travailler aussi la question de l'accès au droit. Donc la grosse limite qu'on a déjà évoquée, mais que je vais me permettre de remettre en avant, c'est effectivement cette fameuse difficulté pour les personnes à avoir accès à leurs droits de par la complexité de ces dossiers à instruire. Un dossier de CMU, c'est 10 pages qu'on remet à la personne. Alors sur les 10 pages, c'est pas 10 pages à remplir, mais en tout cas c'est un dossier de 10 pages qui comprend à la fois le formulaire et l'information qui est donnée à la personne qui repart avec son dossier. Une aide médicale État, c'est un formulaire beaucoup plus souple, mais lorsque l'on maîtrise par définition très peu la langue française et encore moins l'écriture, ça devient vite compliqué.
Donc une des pistes de travail que je pourrais soumettre, moi, de mon expérience au niveau de la permanence d'accès aux soins de santé, c'est effectivement essayer de traiter la demande là où elle s'exprime. C'est-à-dire que si une personne qui est en situation de précarité fait l'effort de pousser la porte de la CPAM, de la Sécurité sociale, il serait souhaitable, je pense que, oui, ça serait souhaitable que la Sécurité sociale se donne les moyens d'aller effectivement, qu'elle reparte aussi avec le dossier instruit. Le problème, c'est que c'est visiblement pas possible, et que même si la personne repart avec son dossier, un certain nombre d'informations, éventuellement au mieux une adresse pour trouver une personne susceptible de l'aider à remplir le dossier, je reste convaincu que ce temps, le fait de ne pas traiter la demande là où elle s'exprime, eh ben les gens vont s'égarer. Et du coup, l'accès aux droits sera un peu moins effectif que ce qu'il aurait pu être si effectivement on avait au sein de la sécurité sociale un dispositif qui permette d'aider les personnes à remplir le dossier, à partir du moment où elles aient franchi la porte. Voilà. Donc en conclusion, rapidement, je vais peut-être scier la branche sur laquelle je suis assis. J'ai entendu ce matin le CISRA qui appelait de ses voeux des financements supplémentaires pour les permanences d'accès aux soins de santé. Je crois que si on est dans cette logique, on est un petit peu à contre-courant de ce qu'on aura envie de démontrer aujourd'hui, c'est-à-dire que la discrimination, c'est lutter malgré tout contre ces permanences d'accès aux soins de santé. Et si effectivement on accepte tous, autant qu'on est, de se dire il n'y a pas de souci, il y a la permanence d'accès aux soins de santé, votre dossier il sera bien traité, mais il n'y a pas d'urgence, l'hôpital vous soignera quand même avec ce dispositif-là, c'est accepter effectivement l'idée qui avait été d'ailleurs qui avait été décriée au moment de la mise en place des passes, malgré tout, c'est cette médecine à deux vitesses. Il y a une passe pour les précaires, il n'y a pas de souci, ils seront bien soignés. Et malheureusement, il y a des passes, mais il y a un souci. Il y a un souci et c'est bien là que le bas blesse. Donc moi, j'appelle pas de mes voeux des financements supplémentaires pour les permanences d'accès aux soins de santé, mais que les personnes qui sont en situation de précarité puissent être prises en charge là où elles expriment la demande. Parce que je crois que c'est un mode de fonctionnement de ces publics-là. C'est dans l'instant que ça se passe et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'attraper les choses. Merci Vincent. Merci d'avoir ramené encore une autre notion qui me paraît assez récurrente. Alors là, on parle du soin, mais on peut parler du travail social en général aussi. Dans nos sociétés où on est dans une dynamique qui est extrêmement centrifuge. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à évacuer aux confins de l'espace social tout un pan de la population, et avec une sorte de roue de secours permanente qui est qu'il y aura des instances ou des structures qui vont être chargées de ramener les gens dans l'espace social, qui va continuer dans sa dynamique centrifuge à les expulser aux confins. Donc peut-être qu'on peut appeler de nos voeux une autre dynamique qui serait plutôt centripète et qui serait plutôt agrégative que je dirais discriminatoire, et en tout cas dans une perspective d'évacuation sans arrêt d'une partie de la population aux confins de l'espace social. Alors on a beaucoup évoqué depuis ce matin un dispositif, un contexte qui est celui du droit commun, avec, on en a parlé sans arrêt, un dispositif qui s'appelle CMU, CMUC, ACS, etc. On va peut-être, enfin, savoir comment ça fonctionne, ça. Parce que là, on évoque la question des publics en situation de précarité qui sont très démunis par rapport à ces dispositifs, parce que très complexes, très compliqués, etc. Mais j'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas que des populations en situation de précarité qui se retrouvent un peu désemparées devant la complexité des dispositifs. Alors, quand on demande à des acteurs qui accompagnent des publics vers le soin, vers la santé, quand on leur demande d'accompagner des publics vers des dispositifs comme cela, le mieux, a priori, serait que ces publics soient parfaitement au fait du fonctionnement de ces dispositifs, ce dont je ne suis pas certain à ce jour. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va nous faire la CMU pour les nuls. C'est bon. Alors, il est en place, non ? Oui, c'est bon, je l'ai mis. Oui, bonjour, Amaury Reynaud de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, responsable de la relation client. Une petite précision avant de démarrer sur ce sujet-là. La CPAM, c'est 650 000 bénéficiaires.
Sur la précarité, des chiffres ont été donnés ce matin, je n'étais pas trop d'accord avec. On est à peu près sur 50 000 identifiés. Alors après, on ne les a pas forcément tous. Tout ça pour vous dire que, contrairement peut-être à beaucoup d'institutions ou d'associations qui se sont exprimées aujourd'hui, qui travaillent exclusivement sur la précarité, c'est pas le cas de la CEPAM. Ça peut expliquer qu'on ne remplit pas les dossiers non plus à l'accueil, parce qu'on reçoit 400 000 personnes par an. Et on n'a pas le temps de remplir les dossiers tout bêtement, quoi. C'est un petit peu ça. C'est vrai que des organismes instructeurs avaient été désignés, je ne sais pas s'ils fonctionnent toujours, mais il y a d'autres organismes qui peuvent instruire les dossiers de CMU. Alors aujourd'hui, on va donner la lourde tâche. Je remercie les organisateurs de vous faire, pas un cours parce que ça nous mènerait trop loin, mais d'aller un peu plus dans le détail sur les 4 dispositifs qui font l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. La CMU complémentaire, l'AME et l'ACS, l'acquisition complémentaire santé. Voilà. Une précision marquée, bon, on a oublié dans des générales. C'est vrai qu'on est essentiellement, c'est pas mieux, si c'est bon, tourné sur le remboursement des soins. Et on a de nombreux agents, et presque plus que ceux qui traitent la précarité. Bon. Oui, non. Il marche pas? Voilà, c'est comme ça. C'est face au micro. Non, ça marche pas? Ah, bon, d'accord. Voilà. Oui, alors c'est vrai que on dit, enfin, la moyenne nationale, 20% des malades coûtent 80% des dépenses. Hein, je pense qu'on ferait la même proportion dans le département de la Loire, et c'est vrai qu'on a énormément de force sur la Caisse de la Loire sur cette activité. C'est pas pour autant qu'on délaisse tout ce qui est précarité, mais on traite majoritairement le cas général aussi. Alors, sur les 4 dispositifs d'accès aux soins, je dirais qu'on a parlé d'empilement un peu ce matin. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu volontaire, en tout cas pour certains, entre la CMU-C et l'ACS. La CMU de base, c'est vrai qu'au fil des années, on a dû créer une CMU de base pour répondre à certaines questions. Donc il y a 4 conditions pour la CMU de base: l'absence d'affiliation, la condition de résidence et de régularité de séjour, et là aussi un critère de ressources pour les 4. De toute façon, les 4 strates, on aura à chaque fois quasiment les mêmes conditions, sauf la première. Donc cette CMU de base est peut-être moins connue. Vous allez voir après, je vous donnerai un certain nombre de données chiffrées. La condition, c'est de ne pas avoir une affiliation à un autre titre. Pas d'activité. Souvent, on demande est-ce que les étudiants on pourrait avoir droit? Non. Il y a une activité qui détermine un régime d'affiliation. Du coup, ça fait échapper à la CMU de base. Donc vraiment, la CMU de base, c'est ceux qui n'ont pas d'activité qui pourraient se raccrocher à un régime d'assurance. Le problème de la résidence, résidence stable en France, c'est-à-dire au moins 3 mois de résidence ininterrompue. Lorsqu'il n'y a pas de domicile déclaré, c'est la déclaration auprès d'un CCAS. Bon, je pense que ça, vous devez peut-être connaître le principe. D'accord, très bien. La régularité de la situation. Donc, une carte de séjour pour les personnes étrangères en cours de validité, ou bien la preuve que le renouvellement a été demandé ou qu'un dépôt de demande a été fait.
Alors, les ressources. Jusqu'à un certain plafond, la CMU de base est gratuite, mais elle n'est pas gratuite tout le temps. Lorsque les ressources dépassent un certain plafond, le bénéficiaire devra payer une cotisation, s'assurer lui-même en payant une cotisation. Alors il y a des exceptions, le RSA, le RSA socle, il y en a d'autres, hein, je ne veux pas toutes les détailler, mais voilà, le principe c'est que lorsque le plafond est dépassé, il est de 9 370 €, je crois, par an. « 9 356 € annuels. Au-delà de ce plafond, donc, il y a une cotisation qui est égale à 8% de la part qui dépasse ce plafond et qui devra être payée à l'URSSAF. Alors, les droits. Eh bien, ils ont les droits comme ils sont assurés comme tout assuré social, sauf que ça ne couvre pas la complémentaire. Comme tout assuré social, il faut qu'ils acquièrent une complémentaire santé. Et là aussi, après, on peut retomber dans le principe de la CMU complémentaire. On va réétudier les ressources. Bon, elles ont été étudiées, c'est pas le problème. Mais sinon, il va falloir aussi acquérir une complémentaire santé. Donc sinon, c'est le droit commun. C'est-à-dire qu'on paye, il n'y a pas forcément de tiers payant, on paye, il faut prendre un médecin traitant pour être remboursé intégralement, on est sujet aux participations forfaitaires et franchises médicales. Donc, vous voyez, c'est vraiment le droit commun si on n'a pas la CMU complémentaire. Alors il y a un cas de CMU immédiate, on le verra, on va le retrouver ce dispositif pratiquement dans toutes les strates. Hein. Lorsqu'il y a vraiment une urgence médicale, on n'a pas le temps d'instruire le dossier, on ouvre immédiatement la CMU de base pour 3 mois. Le temps d'instruire, de récolter les pièces nécessaires. Voilà pour la CMU de base. On verra les questions après. Alors, l'AME. Donc l'AME, l'aide médicale État, donc, concerne les personnes en situation irrégulière et qui ne disposent d'aucune couverture sociale dans leur pays. Nous avons signé avec de nombreux pays, bon, je ne parle pas de la communauté européenne évidemment, mais de nombreux pays étrangers, africains, asiatiques, des conventions bilatérales qui permettent d'acquérir un droit qui est existant dans le pays d'origine. Voilà, il est transposé. Alors, les conditions d'attribution, on va retrouver la condition de résidence. Je ne reviens pas dessus. L'étendue des droits, donc là, on est sur du 100% des frais médicaux et hospitaliers en cas de maladie et de maternité. La dispense d'avance des frais, la délivrance d'une carte vitale. Non, il n'y a pas de délivrance de carte vitale, mais il y a une carte sécurisée avec photo. Et bien sûr, il n'y a pas d'application du dispositif médecin traitant. Je ne sais pas si c'est bien parlant pour tout le monde, le dispositif du médecin traitant. Voilà, donc il y a des petites exceptions sur certaines prestations qui ne sont pas admises au niveau de l'AME, les cures thermales, l'assistance médicale, la procréation, etc. Ça n'existe plus. Parce qu'on a affaire souvent à ce genre d'incompréhension, enfin moi en tout cas d'incompréhension, donc ce qui me met en difficulté avec les documents administratifs. Ça veut dire quoi dans la limite des tarifs de responsabilité? C'est-à-dire que certaines professions peuvent prendre des dépassements, certains produits même d'appareillage par exemple, le fournisseur vend à un prix public et l'assurance maladie a un tarif de remboursement qui est plafonné. Et donc, il y a forcément un delta qui peut se présenter pour l'assuré. Voilà. Donc là, on retrouve des systèmes d'affiliation d'urgence pour les soins urgents. Donc, alors la définition des soins urgents, c'est ceux qui mettent en péril l'existence du demandeur,
Mais pas seulement. Il y a également des dispositions lorsque ça peut. Il s'agit de maladies contagieuses qui peuvent avoir un impact sur la collectivité. Et puis tout ce qui concerne les soins de la femme enceinte et du nouveau-né. Donc là, il y a une procédure accélérée. AME à titre humanitaire, ça existe. Il y a eu 2 cas en 2012 sur tout le département de la Loire, donc je ne vais peut-être pas m'y attarder dessus. Et c'est le préfet, là, qui prend la décision d'accepter ou pas. Alors, quelque chose qui, vous allez le voir après, recouvre une population plus large, c'est la CMU complémentaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver les 3 critères qui permettent l'éligibilité à la CMU complémentaire. Les critères de résidence, stabilité, ce sont les mêmes, donc on n'y revient pas dessus. Le plafond, donc jusqu'à un certain plafond, la CMU complémentaire est gratuite. Au-delà, on va parler d'aide à la complémentaire santé, donc ce qu'on verra après. Et ce plafond est variable, par contre, là, selon la composition du foyer. Ce n'est pas comme la CMU de base, où le foyer il y avait un plafond fixe. Là, en fonction de la composition du foyer, on verra voilà, les montants tout de suite. Donc, depuis le 1er juillet 2012, il est de 7 934 € par an. Donc, vous voyez, après, en fonction du nombre de personnes, il y a une évolution qui n'est pas forcément proportionnelle au nombre de personnes. Et la composition du foyer en détail est celle résultant de ce qui est indiqué sur l'avis d'imposition. La durée d'attribution est faite pour 1 an à compter du 1er jour qui suit la demande. Et ce, quel que soit le changement de situation du demandeur dans l'année qui suit. C'est-à-dire que vous avez acquis la CMUC. Si votre situation change, que vous retrouvez des ressources plus importantes que le plafond, vous avez acquis votre CMUC pour 1 an. Ça sera au renouvellement que la situation changera. Important également, ce que je n'ai pas cité pour les CMU de base, mais c'est la même chose, les demandes de renouvellement sont envoyées automatiquement aux bénéficiaires. 2 ou 3 mois avant la fin, il y a un envoi automatique qui rappelle à la personne qu'elle doit faire un renouvellement de sa demande de CMUC si elle estime toujours être dans les conditions de ressources qui la rend éligible. Disposition également importante, en cas de non-renouvellement des droits, l'assuré conserve le bénéfice du tiers payant pendant 1 an. Mais par contre, uniquement sur la partie remboursée par la sécurité sociale, le régime obligatoire. Donc il reçoit une carte, dans ces cas-là, qui précise pour les professionnels de santé qu'il a droit au tiers payant. Donc l'assuré ensuite doit choisir un organisme complémentaire, donc de 2 sortes, soit c'est l'État, soit c'est un organisme complémentaire mutualiste qu'il doit choisir et qui est adhérent au dispositif, c'est-à-dire qui s'est engagé à respecter un certain nombre de tarifs, à rembourser intégralement et appliquer les tarifs opposables et à ne pas prendre en charge les dépassements d'honoraires et les participations forfaitaires. Voilà. Alors, donc la CMUC permet évidemment le tiers payant, dispense d'avance des frais, donc la prise en charge du ticket modérateur, le forfait journalier en cas d'hospitalisation, les dépassements de tarifs donc, ont été négociés avec les professions qui ont droit à des dépassements de tarifs, que sont les médecins, les chirurgiens dentistes, les fournisseurs également, ce qu'on appelle le panier de biens, c'est-à-dire que pour les prothèses dentaires par exemple, ils sont tenus, lorsque c'est un bénéficiaire de la CMUC, d'appliquer un tarif plafond et ils ne peuvent pas le dépasser. Les médecins qui sont en secteur 2, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des honoraires lorsqu'ils sont en présence d'un bénéficiaire de la CMUC, ne peuvent pas prendre de dépassement d'honoraires. D'accord ? Et ils sont exonérés des participations forfaitaires
et franchise. Il y a également des tarifs pour les opticiens, ça fait partie des fournisseurs dans mon langage, les opticiens. Et puis, ils ont un tarif de première nécessité pour le gaz et l'électricité, qui est notifié directement aux fournisseurs. Par contre, bon, après, ils sont aussi dans le droit commun pour tout ce qui concerne le médecin traitant, le parcours de soins, la carte vitale. On a les dentistes, chirurgiens dentistes ont insisté ce matin sur l'importance de présenter aux professionnels de santé la carte vitale à jour ou l'attestation qui va avec, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors les obligations des professionnels de santé, on en a parlé également ce matin, donc je les rappelle simplement. Ils doivent recevoir les bénéficiaires sans discrimination, respecter les tarifs de la sécurité sociale et pratiquer le tiers payant. Alors, il existe une disposition quand même, si le malade a une exigence vraiment particulière, d'être reçu en dehors des heures du cabinet, de vouloir une prothèse dentaire avec un alliage qui n'est pas prévu, eh bien, il devra par contre, là, si c'est son exigence à lui, s'il veut l'obtenir, il devra le payer. Voilà. Donc le tiers payant, oui, bon, on rembourse le tiers payant, ça veut dire que la caisse d'assurance maladie paye directement le professionnel de santé. Et en cas de refus de soins, ce qui a été un peu évoqué ce matin, eh bien, vous pouvez soit saisir le Conseil de l'ordre, soit saisir la caisse primaire d'assurance maladie. Nous avons un service qui s'appelle la conciliation. Le conciliateur reçoit des plaintes de patients qui ont eu un refus de soins. En 2012, il y en a eu 3 qui ont été déposés dans un accueil de la caisse primaire. Je pense que certains, on l'a dit ce matin, n'osaient pas déjà faire valoir leurs droits. Je pense que dans certains cas, c'est sans doute sous-évalué. Il y en a sans doute un peu plus. Après, lorsqu'on instruit les dossiers de conciliation, on se rend compte que bien souvent, ce sont des malentendus ou justement des droits qui n'ont pas pu être justifiés, mais ce n'était pas vraiment le refus de soins. Enfin voilà, le constat qu'on fait nous au niveau de la CEPAM. Donc là aussi, une procédure d'urgence, la CMU immédiate, lorsque c'est nécessaire. Voilà, sur la CMU complémentaire, donc le dernier volet, l'aide à la complémentaire santé. Quand la CMU a été créée en 1er janvier 2000, on pensait que c'était vraiment le dernier filet de sécurité, que tout le monde allait être rattrapé, tous les égarés seraient rattrapés par cette CMU. Et puis on s'est rendu compte que non, qu'il y en a encore qui y échappaient, plafond de ressources. Et du coup, l'ACS a été créée justement pour lutter contre cet effet de seuil. Ça fait vraiment un coup près à 1 € de plus. On a droit à plus rien. Voilà. Donc l'aide à la complémentaire santé a permis à une frange importante de la population de pouvoir quand même acquérir une complémentaire santé, certes en devant payer une cotisation, mais pas la cotisation qui aurait dû être celle que la mutuelle, l'organisme complémentaire avait dans son contrat. Alors là aussi, on va retrouver un deuxième plafond. On va se situer entre... Alors, bon, les 3 conditions, je ne reviens pas sur la résidence et la régularité du séjour. Voilà. Donc le plafond. Lorsque quelqu'un dépasse le plafond pour avoir droit à la CMU complémentaire, il peut malgré tout avoir droit à l'aide à la complémentaire santé s'il ne dépasse pas ce plafond de plus de 35%. Cette ACS a été créée en 2004. À l'époque, c'était 15%. Ensuite, au fil des années, c'est monté à 20, puis à 30, puis maintenant c'est à 35. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui est évolutif. Je vous en parlerai un petit peu. Le plan en précarité du gouvernement a le projet de l'augmenter de façon assez importante cette année.
ce plafond. Donc voilà, tous les assurés qui sont entre le plafond CMU et plus 35 reçoivent automatiquement, puisque les droits sont étudiés en même temps, puisqu'on a les ressources de la famille, on sait tout de suite s'il y a droit à l'ACS ou pas. Et à ce moment-là, on notifie immédiatement le droit à l'ACS. Donc l'assuré reçoit en même temps le refus de la CMU, mais le droit à l'ACS dans le même courrier. Donc les ressources, bon, on est sur le plafond CMU, donc c'est exactement la même chose. Par contre, on prend l'ensemble des ressources du foyer, mais ça, il n'y a pas de nouveauté. Et puis une source forfaitaire pour le logement, mais ça existait aussi avec la CMU. Comment ? Alors, par contre, l'aide à la complémentaire santé, donc je passe vite sur voilà les montants. Selon l'âge, on va rajouter 100 €, 200 €, 350 €, 500 €. C'est cumulable, bien sûr. Si dans la famille, il y a des personnes âgées et des enfants, on va faire le total de toutes les parts. Et ça veut dire que le bénéficiaire, lorsqu'il va aller voir un organisme complémentaire, va amener avec lui, voilà, j'ai une réduction de 200, 500, 850 € selon le cas, que l'assurance complémentaire va déduire du montant de la cotisation. Donc c'est fait pour 1 an également. Il y a alors oui, particularité, le bénéficiaire a 6 mois quand même pour se décider. Il faut prendre le temps de consulter plusieurs organismes complémentaires, choisir un contrat aussi, puisque la mutuelle propose plusieurs contrats. Donc et le droit est ouvert quand effectivement il acquiert le contrat auprès d'une mutuelle. Alors, quelques chiffres. En 31 décembre 2012, 9200 assurés bénéficiaient de la CMU de base dans la Loire. Pratiquement 19 000 la CMU complémentaire, 6 000 pour l'aide à la complémentaire santé et 1 000 pour l'aide médicale État. Voilà pour le dispositif légal. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage nécessaire. Alors, bon voilà, on a vu un dispositif à la fois complexe, mais en même temps qui constitue une réponse à cette question de l'évacuation d'une partie de la population du dispositif de droit commun. Alors j'ai quelques questions. Une question pour la CEPAM. Suite aux propositions du CISRA qu'on a entendu ce matin, comment pouvez-vous reprendre l'idée notamment d'une affiliation automatique et reconduction des droits ? Travaillez-vous actuellement à une simplification des démarches administratives ? Alors, sur la première, dans la mesure où on touche à des ressources, ça paraît un petit peu compliqué de partir sur une automatisation, sachant qu'en plus, si on était sur une année civile, mais ce n'est pas forcément le cas. On est sur des années glissantes, si quelqu'un fait une demande au mois de mars, on prendra ses ressources sur 12 mois qui sont pas en lien avec le revenu fiscal. Donc là, forcément, on redemande des ressources. La simplification, on la réclame, mais alors pas que sur ce dispositif. Ça fait des années qu'on réclame des simplifications, même sur le paiement des indemnités journalières. Selon la profession qu'on a, on ne paye pas la même chose, on n'a pas les mêmes bases, c'est un acquis. Et on est 100% partant par contre là. D'accord. J'ai une question qui s'adresse peut-être à Vincent, enfin peu importe, parce que vous avez peut-être les uns et les autres des réponses. Où peut-on rencontrer les écrivains publics que vous avez évoqués ? Est-ce un service payant ? Quelqu'un a une réponse ? Je crois que c'est Arnaud qui avait évoqué l'écrivain public. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des dispositifs existent sur les territoires, sont parfois très mal connus. D'ailleurs, ce que je disais, c'est parfois on parle d'écrivain public, mais derrière le terme, il y a aussi la réalité de la pratique. Et les professionnels qui développent ce type de dispositif, parfois, sont très différents et le développent plus en fonction des besoins. Je pense notamment aux structures de proximité.
qui développent des dispositifs comme ceux-là, qu'on apparente à des dispositifs d'éclairage public, parce qu'ils sont confrontés à des besoins de la population. Et donc l'enjeu pour nous, aujourd'hui, ville, c'est aussi de mettre tout ça à plat, de dire voilà, qu'est-ce qui se passe sur les territoires, comment on peut mieux se coordonner, comment les pratiques peuvent être homogénéisées, avoir des critères de qualité, et aussi comment on peut créer du lien, c'est-à-dire que la CEPAM qui ne peut pas faire l'instruction de dossier, pas l'instruction de dossier, remplir les dossiers, aujourd'hui ne donne pas d'orientation aux assurés. Moi, ça me pose question. Il y a des ressources sur le territoire, mais la caisse primaire d'assurance maladie, ne les connaît pas forcément et donc ne peut pas inviter les assurés à aller mobiliser ces ressources. Donc, les villes, à mon sens, sont à même de créer cette coordination et moi je l'appelle sur le territoire de Saint-Étienne. Merci. J'ai encore une question. Sauriez-vous nous présenter le système PASS de Firminy et développer la PASS dentaire, coordonnées, lieux, horaires, etc., etc. Donc la PASS dentaire, c'est dans les lieux du CHU de Saint-Étienne, dans les lieux de la PASS de Saint-Étienne, donc au niveau du service des urgences adultes, bâtiment G. Voilà, avec des consultations les lundi matin, mardi matin et jeudi toute la journée. Donc en priorité des consultations sur rendez-vous, mais effectivement si les personnes se présentent avec une urgence dentaire, je précise bien qu'elle soit sans assurance maladie parce que ce dispositif est connu et de plus en plus on a affaire à des personnes comme vous et moi qui sont assurées sociales et pour lesquelles il n'y a pas de réponse d'urgence dentiste sur la ville hormis le week-end, et du coup ils espèrent qu'au niveau de la PASS on va pouvoir les recevoir. Donc on répond surtout pas à ces demandes parce qu'on s'en sortirait pas. Voilà. Donc pour ce qui est de la PASS, voilà. Et la PASS de Firminy, c'est en bonne voie, les choses vont avancer. Il y a un recrutement d'un médecin qui va se faire et voilà, ça avance petit à petit. Alors j'ai une question qui rejoint peut-être une question qui a été posée ce matin. Comment voulez-vous vous appuyer sur les structures de proximité pour informer sur les droits, alors que les budgets de certaines de ces structures est réduit jusqu'au quart, et donc le personnel aussi? N'y a-t-il pas une autre voie à explorer pour effectivement aller plus loin? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, peut répondre. La balle n'est pas forcément dans le camp des structures évoquées. Après, il existe quand même le site du fonds CMU qui est très bien fait, qui a toute une partie qui s'adresse justement aux professionnels, aux associations. Il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a les formulaires, y compris sur le site Amélie, mais allez voir, c'est très intéressant. Une dernière question. Concernant le renouvellement de la CMUC, il y a actuellement des difficultés pour obtenir ce renouvellement dans les temps. 2 mois pour instruire la demande de renouvellement. Un tel délai met à mal le suivi médical des personnes en grande précarité. Alors on veille à ce qu'il n'y ait jamais de rupture. De toute façon, automatiquement, lorsque un assuré éventuellement n'aurait pas reçu son renouvellement, il est reconduit pour 3 mois, automatiquement. Très bien. Oui. La dernière diapo là, sur le plan pluriannuel que prépare le gouvernement. Donc, normalement, il a annoncé à partir du 1er septembre donc, une revalorisation du plafond de la CMU de 7%, ce qui devrait permettre de récupérer beaucoup plus d'assurés qui aujourd'hui ont pris ou n'ont pas pris la CS. Et du coup, le plafond de la CS va remonter lui aussi. Merci. Donc, on devrait reprendre du monde.